Déjà, merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir pour cette soirée spéciale, les 20 ans de Renaissance. Je m'appelle L'Œil de Chéri, je suis créateur du podcast C'est plus que de la SF. J'organise des ciné-podcasts ponctuellement ici au Club de l'Étoile. La dernière fois qu'on a vu autant de monde, c'était pour Paul Verhoeven. Il était venu faire pour une soirée spéciale Robocop, donc il était venu, il y avait aussi pas mal de monde. Et donc je suis très heureux d'animer cette soirée. Je considère Renaissance comme une œuvre culte. Je me rappelle très bien de sa sortie il y a maintenant 20 ans, en 2006. C'est un grand film d'animation de science-fiction. Et c'était impossible pour moi de ne pas faire quelque chose pour rendre hommage à ce long métrage. Je pense que c'est un long métrage qui est aussi très apprécié par pas mal de monde. Et puis, événement oblige, on sera exceptionnellement filmé. Donc, voilà, messieurs, il restera des choses de cette soirée. J'ai une véritable Dream Team avec nous. Alors, il y a Christian Volkmann, le réalisateur du film. Il y a Mathieu Delaporte, co-scénariste, avec son co-scénariste Alexandre Lapatelière. Il y a Marc Muyance, qui était le directeur artistique de Renaissance. Et puis, le producteur Aton Soumage va arriver. En fait, il a un peu de retard, mais il arrivera pendant la discussion. Mais déjà, avant, pour se chauffer, on peut déjà applaudir les gens qui sont ici. Il y a aussi d'autres anciens dans la salle qui ont participé à l'aventure Renaissance. Alors la soirée va être assez simple, on va enregistrer jusqu'à à peu près 20h50. Ensuite, on commencera le film à 21h. Et puis pour ceux qui restent, ceux qui voudront, en tout cas de l'équipe du film, iront boire un verre pendant que le film sera diffusé. Et après, ceux qui seront en état de rentrée reviendront pour parler un petit peu avec vous et discuter avec les spectateurs si vous avez des questions autour du film. Je me tourne vers vous pour commencer, Christian Volkmann. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment cette aventure a commencé? C'est quoi la genèse de Renaissance, sachant que Marc y est aussi, je crois, pour quelque chose. Oui, exactement. Bonsoir à tous. Merci d'être là, c'est trop sympa. L'aventure a commencé quand j'ai terminé mon premier court-métrage qui était un peu déjà un court-métrage un peu hybride parce que j'avais tourné en 35 avec beaucoup de fond bleu. Et on a travaillé tous les décors en 3D à l'époque, mais avec beaucoup de difficultés parce que les machines étaient très lentes, etc. Et on a été sélectionné dans un festival à Monaco et on s'est retrouvé. Donne des dates pour nous faire peur. Alors non, on va oublier les dates pour l'instant. On va rester très flou. Je me suis retrouvé à Monaco donc, et j'errais dans les stands de jeunes qui montraient des nouvelles technologies et je suis tombé sur Marc Muyance avec Aton Soumage. On est tombé sur Marc Muyance et là on a vu quelques images en noir et blanc qu'il avait commencé à travailler et je ne comprenais pas comment c'était fait. C'était très mystérieux parce que la technologie était balbutiante. Et on a tout de suite eu une sorte de coup de cœur visuel, parce que moi j'étais très influencé par le cinéma de Fritz Lang et le cinéma expressionniste allemand en général. Et là, j'avais l'impression de revoir en fait ce qui me passionnait dans le cinéma, aussi chez Orson Welles, notamment avec Citizen Kane, mais avec une touche moderne, une approche visuelle très forte. Et on a tout de suite connecté et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de partir à l'aventure sur un film sur un film ensemble. On n'avait pas de titre, on n'avait pas de Mathieu et Alexandre n'étaient pas là, on était plus en train d'être passionnés par un projet futur. Voilà, ça a commencé comme ça et Marc peut prendre la suite. Je vais dire deux mots sur cette époque, effectivement. Renaissance, c'était pas encore un film. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Le film, il s'est créé avec la rencontre de l'équipe. C'était plutôt une recherche, une envie. Il y a un des membres de l'équipe qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Olivier Renoir, qui a été notre directeur technique animation pendant toute la durée du film, et qui avait fait un flyer en fait en noir et blanc, mais fabriqué en 3D. Et moi, à l'époque, je sortais d'école de cinéma, et j'étais vachement intéressé par la motion capture. Et j'ai toujours vu la motion capture plus comme une caméra qu'une technique d'animation. Et en fait, quand j'ai vu ce flyer en noir et blanc en 3D, je me suis dit, mais c'est dingue, si on fait bouger ça avec des vrais comédiens, on va avoir l'impression de voir une BD qui prend vie, quoi. En gros, je suis un grand fan de Frank Miller et de Sin City, donc forcément, il y avait un peu d'influence aussi. Et on a fait ces premières images, le pilote s'appelait BW.
Il n'y avait pas vraiment d'histoire, vous n'étiez pas encore là. Et on les a projetés à Imagina et on n'avait aucune idée de comment faire un film. Donc heureusement qu'on a rencontré Christian et puis Aton, qui a quand même eu la folie de se dire que ça pouvait devenir un long métrage. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la capture de mouvement, c'était une sorte d'énigme. On ne savait pas ce que ça voulait dire à l'époque. Depuis, il y a eu Avatar qui a énormément exploité la technologie, mais il n'y avait jamais eu aucun film qui avait été fabriqué comme ça. C'est-à-dire la capture de mouvement, c'est quand même des comédiens à qui on met une sorte de... Enfin, je ne sais pas si tout le monde a vu ça. Maintenant, peut-être c'est dans les making-of un peu partout, mais à l'époque, c'était très mystérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caméra, par exemple. On se trimballe avec des caméras en 360. Donc, quand on dirige les comédiens, il faut toujours s'imaginer que la caméra est là, elle est à gauche. Donc, on dirige les comédiens en fonction d'une caméra qui n'existe pas. Et on leur donne des instructions en espérant qu'une fois qu'on va... Enfin, c'est un processus assez complexe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a capturé les comédiens, il faut venir cadrer les comédiens et monter le film en fonction du cadrage. Bon, tout ça est un peu du chinois, mais tout ça pour dire que quand il nous a présenté le projet, on était tous excités par cette nouvelle technologie. Voici Aton Innovation pour Aton Sommage qui n'était jamais arrivé en retard avant aujourd'hui. Bienvenue Aton. C'est fou ou pas? C'est fou. Ouais. Je vais citer ce très beau livre Vintage sur le film. Elle est de vous, c'est une citation qui est de vous, Aton. Le pari de monter en France un film d'animation noir et blanc, résolument destiné aux adultes, n'était pas gagné d'avance. Alors cela paraît maintenant dingue d'entendre cette phrase-là, tellement l'animation s'est généralisée, mais à l'époque, à la fin des années 90, cela paraissait mission impossible ou pas vraiment, Aton? T'as raison, merci. Non, écoute, désolé, merci. Non, ouais, c'est assez émouvant de vous retrouver, les gars, là. Ça fait un drôle voyage dans le temps. Ouais, non, je pense que c'était, si on avait su, mais même encore aujourd'hui, je pense que même faire un film comme ça aujourd'hui, ça reste encore un pari, parce que même si l'animation s'est généralisée, une animation pour adultes comme ça, aussi radicale, avec autant d'ambition, mais il y avait une grande notion de naïveté. Je pense qu'on était très naïfs et totalement inconscients. Donc je pense que c'est ça qui nous a permis d'aller au bout, quoi. Avec le recul, je ne comprends toujours pas comment ça a été possible, en vrai. Parce que quand Aton nous en a parlé, nous, avec Alexandre, on était amis, on commençait à écrire ensemble. J'avais rencontré Aton dans mes études et il nous a montré les quelques minutes qu'avait fait Marc en nous disant « Est-ce que ça vous dit d'écrire un film là-dessus ?» La minute, bon, voilà. Et on s'est dit « Génial, noir et blanc », et on est parti dans une écriture. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de cinéma d'animation. C'est-à-dire qu'il n'y avait eu aucun Pixar. C'est-à-dire que l'animation, c'était Le Roi et l'Oiseau, les Disney en 2D et... La planète sauvage. Voilà. Donc, c'était nous, quand on a vu ce truc, on s'est dit « Waouh, génial !» Mais ça, je ne comprends même pas comment ça, avec le recul, comment ça peut être possible. Mais pour donner un exemple de l'aveuglement collectif, donc à l'époque, Aton n'avait produit aucun film. Nous, on n'avait écrit aucun film. Christian n'avait réalisé aucun film. Et Marc avait réalisé 1 minute d'un film. Et nous, on avait des jobs et tout avec Mathieu. Et Aton, donc, qui est un grand magicien, nous a quand même proposé d'écrire ce film. Et nous, on a claqué notre job pour écrire Renaissance. C'est-à-dire qu'on a chacun posé notre dème de nos jobs et en disant on va écrire un film d'animation noir et blanc. Et ça a commencé comme ça dans une... Et je disais tout à l'heure à Christian, en fait, c'est faux quand on dit 20 ans. C'est que c'est une histoire qui a commencé en 99, en fait. 98 pour toi, mais 99. 98, je le livrais. Justement, alors, Mathieu et Alex, c'était un de vos premiers scénarios. Je crois que la première version faisait 2h30. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette version de 2h30 qui a dû disparaître? Plein de trucs super. Non, on avait fait une intrigue avec plein de méandres, on se perdait, on essayait de faire... ce qui était complètement génial, et c'est très émouvant pour nous retrouver, parce que c'est un film qu'on a mis des années à faire tous ensemble, et il y avait vraiment une dimension presque de kibbutz ou de kolkhoz, ça dépend chacun ses références. Mais on était tous, on vivait ensemble, on était tous dans une grande pièce, les graphistes, nous scénaristes, et c'est un monde qu'on a conçu, une histoire qu'on a conçue tous ensemble.
Et c'était très émouvant de voir le film se monter. Et on avait inventé une histoire un peu labyrinthique pour un film labyrinthique. Et à l'arrivée, ça a été une histoire plus droite pour un Paris labyrinthique et une mise en scène géniale de Christian avec un Paris complètement futuriste. Et c'est très amusant de s'être posé il y a 30 ans, maintenant presque, la question de se dire qu'est-ce que deviendra Paris. On se disait qu'il y aurait moins de voitures dans le centre-ville, qu'il y aurait des tunnels, tout ça. Donc voilà, c'était on était très insouciants. Et encore une fois, je ne sais pas comment a-t-on réussi à monter cette affaire. Oui, et puis on a eu envie Christian, il parlait. En fait, c'est intéressant parce que aussi un film, c'est un récit qui est né d'un désir visuel et puis un désir de mise en scène. Donc c'était une manière étrange et étonnante de rentrer dans une histoire. Et on a voulu mettre à la fois Elroy, Dashiell Hammett, Fritz Lang, Orson Welles, Georges Franju, enfin énormément de références. Donc je pense qu'on s'est tous perdus 1000 fois dans cette histoire, mais je pense que ça a été aussi pour nous un apprentissage, et donc je pense qu'on a une tendresse aussi très particulière et puis on a appris aussi qu'on écrit des films et puis il faut les écrire, les réécrire à l'épreuve puisqu'il faut les fabriquer, mais c'était une histoire vraiment folle. Ce qui est très réjouissant quand on voit ce film ou quand on le revoit, c'est qu'il y a vraiment cette idée de jouer avec la couleur, même du noir et blanc dans la mise en scène, et ce qui fait que ce film ne vieillit pas dans ses intentions. Christian, un petit mot sur ce jeu en permanence entre le noir et blanc. Je me rappelle de cette séquence assez dingue de course-poursuite où les gardes mettent la salle en noir. On est déjà dans un donc ils traquent quelqu'un et la salle est totalement mise en noir. Donc il y a un jeu évidemment narratif avec le spectateur. Comment ça s'est fait de votre côté cette écriture aussi pour jouer avec ça? C'est un process assez long et qui s'est amélioré au fur et à mesure du film aussi. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, mais vous verrez bien, que le film s'améliore aussi dans sa mise en scène au fur et à mesure du temps, parce que il faut savoir que ça a mis 7 ans. Donc forcément au début on est un peu perdu, puis au fur et à mesure on s'améliore, sachant que il fallait monter, ça revient à des problématiques techniques, mais c'est vrai que dans la mise en scène, quand on fait de la capture de mouvement, on ne voit pas tout de suite le résultat final. C'est presque l'inverse d'un film. C'est-à-dire que normalement, on a des rushs, on filme des comédiens, et après, on monte, et on a tout de suite le résultat émotionnel, on voit ce que font les comédiens. Mais là, pas du tout. On avait cette capture de mouvement qui était ensuite traduite par une sorte de poupée 3D sans émotion. Et là, il fallait cadrer des personnages qui s'agitaient un peu dans le vide. Et donc, il fallait s'imaginer ce que ça allait donner une fois que des animateurs allaient animer les visages. Donc, non seulement il y avait la capture de mouvement, mais ensuite, il fallait animer les visages une fois qu'on avait défini le montage. Donc, c'était un processus mental très, très étrange qui, au fur et à mesure, s'est amélioré, parce qu'on s'améliorait tous. Il n'y avait pas que moi, il y avait l'équipe technique, il y avait les gens enfin, voilà. Bon, bref, je ne sais pas si c'est très clair, mais ça donne un peu une idée. J'ai rien compris. C'est vrai que Christian voyait le résultat en noir et blanc très très tard dans la chaîne de fabrication, vu qu'il fallait que les plans soient cadrés, animés, et c'est l'éclairage quand même qui faisait le noir et blanc. C'est-à-dire que normalement, pour faire un film en noir et blanc, on dessinerait les taches blanches qu'on veut. On dessinerait ce qu'on veut comme résultat. Là, c'était vraiment de l'éclairage sur un espèce de comédien en 3D, mais c'était de la photo, quoi. Et donc, ça se faisait en tout bout de chaîne, en fait, l'aspect... Parce que la direction artistique du film est quand même, je pense, très forte. Ton esthétisme, elle est incroyable sur la durée du film, mais tu la faisais à la lumière. C'était de la photo. Et c'était en toute fin, quoi. J'ai souvenir d'une conversation qu'on avait avec Aton au tout début, avant que ça s'appelle Renaissance. On s'est dit, ce film-là... Black and White à Imaginage. Ouais, on s'est dit, ce film-là, si on arrive à le faire, ça serait de la 3D qui vieillira pas, parce qu'elle est en noir et blanc, parce qu'elle est graphique. Et je crois que c'est vrai aujourd'hui. Au niveau visuel. Je pense que c'est un peu vieilli, mais c'est pas grave. Non, mais pas des masses quand même. Okay. Vous verrez, hein. Vous nous direz si ça vieillit. Aton, quels sont vos souvenirs de la chasse au financement pour produire ce film? Parce qu'il a fallu aller à la chasse. C'est l'histoire de ma vie, ça. Mais non. Franchement,
comme Mathieu le disait, Alexandre aussi le disait, je pense que ouais, il y a vraiment eu un coup de miracle. Il y a une belle aventure, parce qu'on se connaît tous ici, puis on a tous fait nos vies et grandi, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension très fondatrice dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, objectivement, c'était infaisable. Avec le recul, je ne sais vraiment pas comment on a fait. Mais on a eu cette chance. Tout le monde nous l'a refusé en France, donc au démarrage, tout le monde. En disant, mais attendez, un film pour adultes, d'animation, 3D, sans nuances de gris, juste avec de la lumière sur du noir. Et en fait, de la chance qu'on a eue, mais bon, il en faut un peu dans la vie. Enfin, on en a eu beaucoup quand même sur ce coup-là. C'est que les Américains, c'est que c'est Disney quand même. C'est ça, dingue. J'oublierai jamais ce rendez-vous. Voilà, où en fait compte Buena Vista, et Disney a dit, un des patrons à l'époque, a dit, je comprends rien au projet, mais parce qu'on avait une technique de vente qu'on avait inventée. Je me rappelle, on avait répété avec Matt et Alex. C'était, la technique, c'est de dire, je vous pitch un film de fou, Blade Runner, pendant un quart d'heure, et je dis, ça coûte que 15 millions. C'était une technique. Hein. Et les mecs font que 15 millions, ce que tu m'as raconté là. Ouais, je te refais tout Paris 2054 et tout. Et regardez, je vous montre. Et on montrait le petit test. Et en fin de compte, l'arrivée, c'était déstabilisant. Et donc, on a eu la chance d'avoir un producteur qui nous a aidés aux États-Unis, qui s'appelle Jake Everts, qui s'en est allé, mais qui est un immense producteur, et qui nous a aidés à faire ce deal avec les studios américains. Et quand tu es rendu en France, du coup, évidemment, les gens disent, ah bah oui, évidemment. Tu vois. Donc, même les mêmes gens qui m'avaient dit non ont dit oui. Et on a pu... comme ça, monter ce film-là, en créant enfin une technologie qui était en train d'exister. Donc il y avait beaucoup de paris. Un pari technologique, un pari artistique, un pari scénaristique. C'est premier producteur, premier scénario, première réalisation, et défi technologique assez unique. Donc ouais, c'était un pari de fou. Mais moi, j'ai des souvenirs parce qu'en fait, ce qui était compliqué, c'est... Pour entraîner des gens dans un financement, il faut toujours donner l'impression que c'est un train en marche. Et moi, je me souviens de simulation, c'est-à-dire que on faisait venir des gens au bureau et en faisant croire que le film était en train de se fabriquer. Je me souviens de ça. Avec plein de gens derrière des ordinateurs. On appelle ça l'affaire Enron. Et Aton qui disait, voilà, ils sont 150, le film est en train de se faire et tout. Alors qu'il n'y avait rien. Et ça n'a pas duré... ça n'a pas duré 3 semaines. Hein. C'était vraiment un truc très longtemps. Ouais, truc de malade. Et nous, on se préparait, on attendait que la personne rentre et on faisait semblant de travailler. Ouais. Marc et Christian, on fait comment pour monter un studio pour un projet comme ça et gérer des dizaines, voire après des centaines de personnes sur le projet ? C'est une bonne question, c'est la naïveté. Hein. Je pense que c'est à peu près la même réponse. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il n'y a personne pour fabriquer, donc on va le faire nous-mêmes. Ça a été un gros défi de monter un studio. C'était vraiment... là, il y avait quand même des graphistes 3D, hein, il y avait quand même une culture de la 3D, mais plutôt dans la pub et les effets spéciaux. Très peu dans l'animation. Comme tu le disais, Toy Story est sorti juste après. Donc Toy Story n'était même pas encore sorti. On a démarré une dizaine, on a recruté, on a formé beaucoup. Hein. Et puis surtout, il y avait la partie la plus difficile, c'était vraiment la motion capture. Parce que la motion capture, aujourd'hui, on voit les making-of d'Avatar... c'est mainstream, on va dire. Mais à l'époque, il faut se dire que la motion capture, il n'y avait qu'un système. C'était Oxford Metrics qui le faisait. C'était une spin-off d'Oxford, donc l'université d'Oxford en Angleterre. Et c'était un système médical, en fait. C'était un système pour étudier la biomécanique, le mouvement. Ça ne rajeunit pas, arrête, stop. Donc ça faisait rentrer un personnage dans l'ordinateur. Mais à l'époque, ça s'arrêtait là. Ça ne permettait pas de faire un film d'animation. Du coup, ce qui s'est passé, et ce qui m'a d'ailleurs à une époque éloigné du film, et j'y repense souvent, c'est qu'on a monté un studio d'animation, on a pris du job, on a fait beaucoup de cinématiques de jeux vidéo pour les États-Unis, on a fait 33 exactement, on a développé notre propre technologie, notre pipeline, enfin bref, comme un studio américain, mais en version tout petit. Renaissance n'existait pas au niveau production. Aton faisait croire effectivement que c'était en cours dans ses bureaux. Puis un jour, tu m'as appelé avec la bonne nouvelle, qu'on allait vraiment le faire. Et nous, on était vaguement prêts. Alex et Mathieu, qu'est-ce que vous avez, vous, appris en tant que jeune scénariste avec ce projet ? Qu'est-ce qu'il en est ressorti en termes d'expérience d'écriture, puisque... C'était une première, je pense. On a appris que la V1 n'était jamais la VDF. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de versions on a fait.
Et non, ce qui était amusant pour nous, c'est quand je dis qu'on est rentré naïvement, on découvrait. Nous, on s'est dit qu'on racontait une histoire. On s'est dit, au fond, on voit ça, on parle de Blade Runner, on parle de Frank Miller. On s'est dit, on va raconter un thriller futuriste dans une ville ancienne. C'était ça le concept. C'était de se dire, Blade Runner, c'est New York, où il y avait des films, il y avait les Akira, mais ce sont des villes qui sont déjà des villes modernes. Nous, on trouvait intéressant, et c'était l'idée de Christian, de faire ça dans une ville ancienne. Donc on a essayé de repenser, et nous, on s'est lancé dans une histoire en se disant, on va prendre toutes les tendances de la société, on va les pousser x10. C'est-à-dire les zones pour les riches, les zones pour les pauvres, les zones avec les communautés, donc on a avec un monde transversal et horizontal. Et on est rentré dans cette histoire en disant on va inventer cette histoire. Après, on est passé à la dimension de fabrication où on te dit faire 10 hélicoptères sur Paris, ça coûte pas beaucoup d'argent. Par contre, un chien, c'est très cher. Voilà. Donc tu te retrouves à dire ah ok d'accord alors je vais mettre des hélicoptères et peu de chiens. Voilà. Donc mais j'ai envie de te dire c'est toujours comme ça en fait. Tu apprends quand tu écrire un film, c'est écrire une histoire et après c'est fabriquer, c'est accepter les contraintes, c'est choisir et ça devient sinon tu écris un roman. Non, et puis en plus, c'était une chose qui était exceptionnelle et je pense qu'après, nous aussi, dans notre aventure avec Mathieu, on a fait des films très différents. Et puis, mais c'était un apprentissage aussi d'un film avec la naissance, avec toute la création d'un univers. C'est-à-dire, c'est rare, la chance d'avoir... Il faut dessiner des personnages, il faut dessiner des costumes, il faut inventer l'intégralité des flingues, des poignées de porte. Il fallait donc créer un univers de toutes pièces. Et donc, c'est un degré, je dirais, de jeu absolument extraordinaire. Et puis, ça te rend exigeant sur la suite, parce que tu as eu, pour ton premier truc, tu as eu un monde où il y avait quand même des gens extraordinaires qui sont venus bosser. Il y avait tous les graphistes, il y avait le design des voitures. Donc c'est avec quand Citroën, même... tu te souviens Quoi les concept cars de Citroën qui nous avaient fait bosser. Tout était fou. Donc après, ça fait rêver très grand et c'est des rêves qui te quittent pas, quoi. Il y avait un va-et-vient, ce qui est très différent dans un film d'animation avec un film classique, c'est que dans un film classique, tu écris le scénario, puis après tu as le casting, et après tu as la fabrication. C'est très... Là, je me souviens, on avait au milieu de l'écriture, on avait des discussions, je disais... C'était le début, ça ne nous rajeunit pas, mais c'était le début des téléphones portables. Voilà, et là, il y a Emmanuel Gorenstein qui arrive, donc là, vraiment, c'est vraiment... Et je me souviens de discussions avec Christian, et Christian disant, mais on ne va pas faire le téléphone parce que ça va vieillir et tout, donc il faut les supprimer, en fait. Il faut faire disparaître la technologie. Et c'est vrai que ça, de pouvoir inventer au sein d'un monde... On a eu l'occasion de le faire. Emmanuel Gorenstein vient de rentrer avec d'autres projets après, mais c'est très rare dans une vie de scénariste. Christian, comment vous avez conçu ce Paris de 2054 qui est un véritable personnage du film? Ouais, alors encore une fois, franchement, c'est d'abord une équipe, hein, donc il faut choisir des dessinateurs. On a choisi des gens qui étaient extrêmement compétents dans leur domaine, des gens qui sont spécialisés dans les véhicules, d'autres qui étaient spécialisés dans les armes. Il y a des dessinateurs qui adorent dessiner des armes, donc on a choisi des gens comme ça. D'autres qui sont... on avait un architecte qui travaillait sur... vous allez voir dans le film, il y a des modules, il y a plein d'interactions entre la vieille ville et la nouvelle ville, et ça, fallait le mettre en scène. Je voulais absolument que ça soit réaliste ou faisable. Donc on a fait appel à un architecte qui nous a construit justement des modules futuristes dans lesquels il y a un appartement qui peut monter sur des vérins hydrauliques sur les toits de Paris, ce genre de choses. Il y avait donc des dessinateurs qui étaient spécialisés dans les personnages, donc dans les costumes, etc. etc. Enfin, ça n'arrête pas. Et ça se construit avec le scénario, ça se construit avec l'interaction avec les dessinateurs. Ça se construit avec des gens qui ont du talent et qui sont excités d'inventer à partir de rien un univers. Ça revient un peu au même. Et tout ça, ça doit créer une espèce de cohérence. C'est là où ça devient difficile, c'est créer une cohérence dans un univers qui semble crédible. Au final, on regarde le film, on se dit bah oui, c'est normal, alors qu'il n'y avait rien. Enfin, on est parti d'une table vide et il fallait tout dessiner de A jusqu'à Z.
La seule chose qui existait, c'était Paris, en fait. Et ça a permis de construire finalement la narration, un parcours aussi dans les personnages. Ils partent d'un endroit, il y a tout un parcours dans la ville jusqu'au... je vais pas révéler pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà, il y a une histoire, il y a un personnage, il y a un parcours dans le monde des riches, le monde des pauvres, etc. Et voilà, donc ça donne un petit cadre. Et après, ce monde-là, pour le rendre crédible dans un 2054 ou un 2084, il faut s'imaginer à quoi va ressembler effectivement. On a travaillé beaucoup sur la transparence, par exemple. Et ça, c'était intéressant. C'était un sujet qu'on a essayé de développer en se disant, dans le futur, tout sera transparent, mais on ne verra plus rien et les gens ne communiqueront plus. Et ça ajoute un côté dystopique, d'ailleurs, à cet univers. Donc ça, c'est à peu près crédible pour aujourd'hui. C'est resté. D'ailleurs, petite question à toute l'équipe. On est sur un podcast de science-fiction. Vous, la science-fiction, c'était quoi votre rapport avec la SF? Vous étiez des lecteurs de SF, des amateurs de SF, ou pas forcément? Et puis c'est avec cette aventure que vous vous êtes un peu plus lancé dedans. Ouais, je commence, mais oui, on fantasmait tous sur Akira, Ghost in the Shell, Blade Runner évidemment, et puis Star Wars dans un autre genre, mais moi j'ai grandi avec ça, donc j'étais très content de pouvoir faire un espèce de Blade Runner français avec moins d'argent, quoi. Fan de SF aussi, même référence. Moi, je pense que nous, c'était une incursion dans la SF avec un rapport, je pense, qui était moins immédiat que celui de Marc et de Christian. Après, nous, on est des enfants, on a grandi dans les années 70. Donc, l'émergence de la science-fiction dans la culture populaire, c'est complètement mêlé à notre culture. Donc, mais il y avait un pari qui était très particulier dans Renaissance. C'est ce que tu disais, c'est un film contemporain, c'est un film de science-fiction, mais c'est un film qui fait appel qui est un rappel. Tu parlais de l'expressionnisme, du début du cinéma. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je pense qu'on a tous été en fait portés par cette idée. Donc c'est à la fois une histoire qui est complètement une histoire de détective des années 50, et en même temps, on y a mis aussi l'eugénisme, aussi je pense beaucoup de questions qui nous préoccupaient. On avait 25 ans et on se posait des questions sur l'avenir. Les années ont passé, il se passe 2-3 trucs bizarres quand même. Le transhumanisme, notamment, c'est une des thématiques du film, d'ailleurs. Alors que le mot transhumaniste n'était pas très à la mode. Il existait déjà, mais ça fait partie des thématiques du film. Non, c'est sûr que c'est les thématiques. C'est-à-dire que quand tu vois aujourd'hui tu te dis que on n'imaginait pas ça, mais on sentait bien qu'il y avait un truc qui allait... Aujourd'hui, ça nous dépasse. Mais c'est vrai qu'on avait essayé de faire aussi dans les références, en termes de littérature, Alex parlait de la littérature des années 50, on était inspiré par les romans, le livre littérature noire américaine. On était très inspiré par Elroy. On essayait de se dire qu'il ne fallait pas qu'on colle au polar à la française, on va dire. Et pourtant, vous avez eu, pour les dialogues, je crois, des maîtres de la série noire. Au départ, on a travaillé avec eux, tout à fait. Mais justement, c'est aussi une des directions qu'on a pris par la suite, d'essayer de pas être sur quelque chose de la langue du côté, de la gouaille française. On voulait être sur quelque chose de plus contemporain. Et ça a été, après, le scénario est traduit en anglais, puisque il y a eu un tournage en anglais, et en français. Mais les références qu'on a citées, c'était ces références-là de gamins des années 70. Ouais, non, mais évidemment, moi, c'était une culture, je dirais pas culture, elle était évidemment SF, mais dans les mêmes cultures, et puis après, très fantastique aussi. C'est-à-dire que moi, je pense on a une petite tendance à aimer le côté fantastique, les cultures de Strange, des bouquins, beaucoup de comics, évidemment Philip K. Dick, voilà, donc c'est évident que évidemment on a parlé de Frank Miller, puis aussi la référence de Philip K. Dick, etc., des livres de science-fiction de l'époque, et l'anticipation. Donc on était baignés dedans. Et puis avec Christian, on avait commencé l'aventure sur. Je pense qu'il y a moi aussi une fascination pour la technologie quand même. Je pense que j'aimais bien les défis techniques et de se dire qu'on allait visuellement être un peu innovant. Donc il y avait une dimension aussi l'innovation, et souvent la science-fiction ou le fantastique, pour arriver à créer des univers visuels très forts, vous invite
à trouver des outils technologiques qui ont bougé. Quand on voit Star Wars, même quand on parle de tous ces films dont on a parlé en référence, c'est tous des gens qui à la fois ont fait naître des univers très forts et en même temps ont trouvé les outils technologiques pour permettre de donner vie à ces univers. Donc il y avait un double défi, l'amour de la science-fiction et cette magie. Quand j'ai vu cette technologie que Marc m'avait montrée sur la motion capture, j'ai dit mais c'est dingue, faut qu'on le fasse absolument, quoi. Et vas-y Marc. Il y a un lien quand même assez fort en fait entre la technologie et les références dont on parle. C'est que quand tu parles de l'expressionnisme allemand, le rapport à la pellicule, la façon dont c'était le type de pellicule, la façon dont c'était développé participe vachement au contraste de l'image. Et en fait, quand on a abordé Renaissance, c'est ce qu'on a essayé de faire avec une pellicule virtuelle. Mais en fait, on a écrit un moteur de rendu pour avoir ce rendu expressionniste, pour retrouver cette culture-là. Petite question, en revoyant le film, j'ai pensé à Minority Report qui était sorti en 2002. Est-ce que c'est un film qui vous a inspiré, nourri pour Renaissance ou pas du tout? En tout cas, il y a vraiment un lien quand on regarde les deux films. Moi, je retrouve un peu de choses à la Minority Report, notamment la musique d'ailleurs, on en parlera après, je pense. Ouais, non, pas du tout. Enfin, j'ai pas l'impression. Nous, on était plutôt dans Sin City et dans... Non, mais dans tout cas, le problème, c'est qu'en fait, compte, on avait tous les choix qu'on a déjà faits. C'était bien avant Minority Report, parce que comme on a quand même un peu galéré pour faire le film, la réalité c'est qu'en fait c'est assez drôle, mais je reconnais qu'il y a des similitudes que j'ai vues en voyant le film après, mais nous on avait déjà fait tous nos choix techniques et visuels avant la sortie de Minority Report, mais évidemment il y a quelques petits trucs un peu quand même communs, mais c'était la présence de la publicité dans la ville, tous ces écrans-là, etc. Les interfaces. Mais c'est les interfaces, mais il y a un côté les interfaces philipcadiques, mais très honnêtement quand il sort, nous, on est dans des problématiques techniques d'exécution du film, mais tous nos choix de design sont déjà loqués, quoi. Et quand Sin City arrive, en 2005, juste un an avant, qu'est-ce que vous en avez justement, vous êtes allé voir le film, non? J'allais en parler. Nous, on était... Ça m'a pété les genoux. Ouais. On était en pleine production. Sin City, en film, ça n'existait pas, nous, en début de production. Et puis, on apprend que Sin City rentre en production. Et puis, surtout, un jour, on apprend qu'il sort avant Renaissance, parce que nous, on n'avait pas fini, quoi. Donc, c'était quand même... quand on a appris, après quand on l'a vu, on était moins gênés, mais quand Sin City sort avant nous, ils ont dû commencer 4 ans après nous et sortir 2 ans avant nous. Mais non, on n'était pas rapide. Mais bon, ils avaient fait un film en live, hein, donc c'était une approche un peu différente avec des vrais comédiens prise de vue réelle. Donc c'était pas le même défi, mais bon, c'était assez étonnant en tout cas que dans l'air du temps, 2 films se fassent comme ça dans des références visuelles. Donc ouais, il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Hein. De toute façon, c'est impossible de lutter contre les Américains. Ils n'ont pas le même budget, ils rajoutent 2-3 zéros à leur budget et voilà, donc la différence elle est là. Hein. C'est de l'artisanat, c'est souvent ça qu'on peut vraiment comparer. Christian, le choix de Nicolas Dodd pour la musique, comment c'est venu tout le choix musical autour du film? Je sais plus. Pareil pour les voix, pour tout le travail, le choix des voix. Je sais. Vas-y. Moi, j'ai un vague souvenir de cette histoire de musique. Je crois, il se trouve que ce musicien, c'est un gars extrêmement doué, qui n'est pas très connu du grand public, puisque c'est un mec qui a été un arrangeur. Donc, on va dire, c'est quelqu'un qui a composé énormément pour les autres, et notamment Hans Zimmer, beaucoup de gens. C'est un type qui est une star de l'orchestration aux États-Unis. Et je crois me souvenir que vous étiez allé chercher des grands noms de Hollywood pour la musique, et qu'en fait, vous tombiez à chaque fois sur lui. Parce qu'en fait, il était dans tous les pipes de projets, et je pense qu'on vous a dit, mais en fait, c'est beaucoup lui qui écrit la musique. Et il s'est avéré, et je trouve que la BO, elle est magnifique, hein, d'ailleurs, du film. Elle est très, très belle. Je crois que ça s'est un peu fait comme ça. C'est exactement ça. C'est comme ça que c'est passé. Mon souvenir, c'est qu'on avait essayé de chercher une musique assez, un peu, à la fois orchestrale et un peu électronique, quelque chose d'un peu futuriste. Et voilà. Et en fait, il y avait 2 raisons. Budgétairement, quand on allait chercher les gros, on se trouvait un peu cogné sur le mur économique. Et derrière, on nous a sorti 3-4 fois le même nom, en disant vraiment c'est l'arrangeur qu'il faut vous rencontrer. Et pour lui, ça a été une occasion. Et ça avait été une très belle rencontre. Je me rappelle un moment de cette rencontre. Et puis voilà, quand il a commencé à faire des maquettes pour Christian, ça a tout de suite été une évidence sur ce film-là, qui n'était pas facile à trouver musicalement la tonalité. Donc c'était chouette. On a sorti un beau... Il y a un CD et un album
vinyle qui est sorti. Les gens ne savent plus ce que c'est un CD. Hein, tu sais. Oui, je sais. Il y a une VHS qui est très chouette sur ce film. Quel regard vous portez sur ce film 20 ans après sa sortie? Le film a, enfin en tout cas tous les gens, enfin moi, je connais beaucoup de gens qui aiment la science-fiction évidemment, beaucoup aiment ce film. Il y a vraiment un côté en plus un peu culte. C'est un film qu'on voit pas beaucoup en salle de cinéma, donc ça rajoute, il y a un peu ce côté même exceptionnel ce soir de pouvoir le voir en salle. Quel regard vous portez sur ce film 20 ans après sa sortie? Moi, j'ai jamais revu un film que j'ai écrit ou fait depuis que... Donc, je n'ai pas vu Renaissance depuis 20 ans. Donc, le regard que je porte, je te dirai après. Voilà, je ne l'ai pas revu depuis l'époque. Je ne sais pas si vous l'avez revu récemment. Moi, c'est pareil. Non, moi, en fait, moi, j'ai un problème, c'est que, vu qu'on a travaillé beaucoup de temps sur le film, maintenant, chaque plan, j'ai une sorte de crispation, en fait. Donc, j'ai du mal à j'ai envie de changer des choses. Bon, ça, c'est un peu l'obsession des réalisateurs, je pense, mais n'importe quel film, on a envie de tout changer tout le temps. Mais c'est vrai que là, voilà. Du coup, j'ai regardé des bouts, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Non, moi, franchement, je l'ai revu. Donc, je l'ai revu plusieurs fois. J'aime bien, ça me fait du bien. Moi, je regarde les films qu'on a fait, surtout ceux qui sont. Voilà, donc je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Je l'ai montré à mes enfants aussi, parce que c'est sympa de le regarder avec ses enfants. Je l'ai revu 3 fois de suite avec mes 3 enfants. Mais non, franchement, moi, j'ai une natation. Alors, il y a 2 trucs, il y a 2 notions. Objectivement, je suis content de ce que devenu le film, parce que ça a vraiment été beaucoup de travail. Et ça reste, comme tu le dis, je trouve que c'est beau de dire que c'est un film culte, qu'on voit peu, mais quand même, c'est une référence culte qui ressemble à rien, qui est un peu unique. Et donc ça, c'est chouette d'avoir fait un film comme ça qui puisse rester comme ça dans le temps. Je l'ai revu, je trouve qu'il vieillit bien pour des raisons aussi simples que la lumière qui sculpte, parce que c'est un film de sculpture en réalité. Quand on regarde bien, on éclaire des sculptures. Hein. Et on a fait un film à la lampe de poche, comme j'aime le dire, mes enfants. Donc ça, c'est assez sympa. Et le film est vraiment unique. Et je pense qu'il le reste encore 20 ans plus tard. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et puis après, j'ai un attachement très particulier et très émotionnel avec ce projet-là, parce que je pense qu'il a été fondateur pour toutes les personnes qui sont là. Et ça a été un marqueur important dans nos vies pour se lancer. Donc il y a une histoire très longue, une histoire comme dit, des amis de 30 ans, et puis aussi qui nous ont lancés dans la vie, dans nos métiers, chacun avec à la fois nos trajectoires communes et différentes, et qui nous ont quand même, en tout cas, donné le sentiment qu'il fallait au bout de nos rêves et nos envies. Et ce film-là est à l'image de ça. Et je pense qu'il y a une folie derrière ce film quand on le regarde, en disant mais comment ils ont pu faire ça? Et je me pose la question encore quand je le regarde, quoi. Moi, mon regard sur Renaissance aujourd'hui, c'est vraiment la chance d'avoir pu faire quelque chose qui est jusque boutiste, parce que c'est quand même jusque boutiste visuellement. Et ça, on le fait quand on est jeune, ça devient plus dur avec le temps, parce qu'on sait vachement plus de trucs, on est vachement moins naïf. Et je me dis, avoir eu la chance de participer à un projet comme ça, c'est exceptionnel. C'est le regard que j'ai aujourd'hui sur ce film. Après, je pense qu'on n'a pas eu tous exactement, même si ça a été long pour tout le monde, je pense que le degré de souffrance n'a pas été le même pour tout le monde. Parce que moi, je repense aussi, il y a un truc un peu con, mais je veux dire, le temps de calcul, on est tous sur les iPhones aujourd'hui, l'IA, ça va en 4 secondes. Mais moi, je me souviens que ça plantait, que tout était extrêmement long, que c'était l'enfer. Et nous, on ne connaissait rien à cette technologie. Mais moi, pour moi, c'est comme disait Aton et tout le monde, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est né avec ce film-là. Donc je garde un attachement, c'est comme un enfant qui serait resté figé dans le temps. C'est un peu le sujet aussi du film, mais il y a quelque chose, je pense qu'on y est tous attachés, parce qu'on a grandi avec, et j'ai vraiment l'impression que quand on a commencé, on était des enfants. On n'avait aucune expérience. C'est-à-dire qu'on a vraiment démarré, tu disais la feuille blanche sur le bureau, il se trouve que le bureau était boulevard de Strasbourg, une table de ping-pong. On faisait des réunions, c'était vraiment... un niveau de bricolo inimaginable. Donc que ça ait existé, et puis on a été quand même aux États-Unis, il y a eu Disney, il y a eu Daniel Craig, Miramax, Daniel Craig, on a été voir Harvey Weinstein, enfin des trucs Moi j'ai été voir Harvey Weinstein avec une bobine de 35 mm sous le bras quand même. Tout était complètement délirant. Et le film a existé, et qu'il existe, en fait je pense qu'à chaque fois je me dis c'est dingue qu'il existe. Est-ce que vous avez des anecdotes à partager justement? Est-ce qu'il y a des choses un peu... Je vais en commencer une parce que rigolote. Il y en a une vraiment, je me souviin, on cherchait avec... Christian avait des problèmes sur le design du personnage principal de Carrez du film. Et je m'en rappelle, on cherchait. Puis à un moment, vraiment, il y avait des problèmes de design. Il y a Jean-Bernard Marino qui est là, qui était le directeur de production, qui nous accompagnait aussi dans cette folie. Et non, on cherchait le design. Et puis à un moment, Christian a dit, putain là, ça c'est parfait, je l'ai trouvé.
Et il se trouvait que c'était lui qui s'était dessiné, quoi. Et donc vous regarderez le film, c'est... Moi, j'ai un souvenir qui n'est pas de la fabrication, qui est au moment où Aton et Alexis et toute l'équipe de production essayaient de monter le film et qu'ils étaient en deal avec les États-Unis. C'est une époque de fax, de tout ça dont on parle. Il dormait au bureau. Il dormait au bureau. Ouais, je me souviens que la femme du ménage du bureau leur disait le matin, mais vous allez vous péter la santé. Le closing des contrats. Et en fait, c'était décalé avec Los Angeles pour les horaires. Donc nous, avec Alex, on écrivait la journée. Puis on était dans ces grands bureaux de Saint-Cloud, parce qu'on avait déménagé le bureau de Strasbourg pour Saint-Cloud. On vivait dans un grand open space, avec des bureaux fermés d'un côté et l'open space de l'autre. Et nous, on faisait notre journée d'écriture avec Alex. Et le soir, on disait « Bonsoir les gars », on partait. Et on rentrait le matin. Et ils dormaient là. Ils avaient dormi sur place. Et c'était sous les bureaux. Et ils attendaient les contrats. Et ils ont vécu réellement des semaines entières dans les bureaux. Et je me souviens que les Américains renvoyaient, tu te souviens ça, Aton ? Les Américains, ils renvoyaient les contrats par fax, sans markup. Et je me souviens de voir Aton et Alexis, qui étaient sur la vitre véridique. Et donc, ils mettaient les anciennes versions des contrats avec les nouvelles versions des contrats, pour voir où les lignes, pour voir où les Américains changeaient les trucs pour. C'était fou. Et donc, et le fax arrivait. Et c'est là qu'ils avaient vu qu'ils avaient mis une clause où vous pouvez virer Christian. Ouais, exactement. Je me souviens. Enfin, j'aurais dû la prendre, mais bon, j'aurais dû la prendre cette clause. C'est un peu dommage avec le recul. Au milieu du film, je me dis putain, j'aurais dû prendre la clause de Disney. Mais non, mais en tout cas, blague mise à part, c'était fou. Ouais, c'était fou. Je me souviens de ces fax. Et en même temps, à chaque fois qu'il y avait une page de fax qui arrivait, je me rappelle de cette émotion parce qu'il y avait le logo de Walt Disney en haut. Et j'arrêtais pas de les montrer à chaque page. J'ai dit, regardez à Christian, Matt, Alex, regardez, on a reçu un contrat de Disney. Et comme c'est nos premiers films, on reçoit un contrat de Walt Disney sur un film en noir et blanc, sachant le bordel que c'était chez nous, je me suis dit, mais s'ils savaient 1-2 secondes ce qu'on ferait, ils enverraient rien par fax. Mais c'était assez, c'est des souvenirs incroyables. C'est pour ça que c'est vraiment, il y a un côté miraculeux dans cette aventure. La petite anecdote, il y en a plein, mais une des rigolotes, c'est quand je dois faire les voix anglaise, parce qu'en fait le film original est en anglais. Et c'est par la suite qu'on a fait un doublage en français pour Pathé. Et la première fois que je rencontre Daniel Craig. Donc Daniel Craig vient juste de savoir qu'il va devenir James Bond. Et alors moi je sais pas évidemment, je sais même pas qui est Daniel Craig. Et là il rentre dans la salle et il me dit, donc c'est comme une sorte de petit amphithéâtre, et il me dit bon, je viens d'avoir une bonne nouvelle, je vais être James Bond. Alors, je dis, ok, formidable. Et si ça ne te dérange pas, je vais dormir pendant 1 heure. Et il s'est endormi, donc j'ai attendu qu'il dorme sur le canapé et qu'il se réveille pour pouvoir faire les voix de Renaissance. Et évidemment, lui, il était un peu ailleurs, mais il a fait ses voix, il avait très bien travaillé. Mais voilà, c'était la petite anecdote rigolote. Moi, je vais vous raconter une anecdote de studio personnelle. Comme tu le disais, à l'époque, les ordinateurs, ça calculait pas vite. Et puis, je sais pas, c'était assez bizarre, fallait les surveiller aussi. Tu sais, si tu les surveillais pas, ils s'arrêtaient de travailler. Genre si tu allais dormir, tout ça. Et donc, quand on a démarré Renaissance, on a pris un plus grand studio à la Plaine Saint-Denis. Et pour ce studio, on a fait des plans de bureau. Et j'étais en train de faire les plans de bureau. Au début de Renaissance, j'ai eu ma première fille qui est dans la salle, ici. Et puis derrière mon bureau, j'ai dessiné une chambre aveugle, avec une porte cachée. Et je me suis dit, bon, comme ça, je la verrai. Elle va venir dormir tous les soirs au bureau. Et donc, Alban a dormi au bureau jusqu'à 3-4 heures du matin, pendant tout Renaissance. Elle a l'air bien. Puis je ferai une dernière petite anecdote. Il y a un easter egg dans le film. Voilà, il y a nos dates de naissance dans le film. On a les mêmes dates de naissance qui s'appellent le Club 71. Je l'ai regardé l'autre fois, je me suis dit, ça m'a fait plaisir. Non, mais c'est des anecdotes, il y en a 1000, mais c'est vrai que je revois, j'ai le souvenir de ces bureaux surchauffés de Saint-Cloud et de tout. Voilà, je nous revois un peu en caleçon tous. L'été, et là, c'était fou. Et on se dit vraiment que ça a duré longtemps, mais ça a duré vraiment plusieurs années. C'était comme c'était la poursuite d'un truc fou. Et ce qui est vrai, c'est que je pense que tout notre avenir commun dépendait aussi
Parce que là, on rigole, mais je dirais, c'était notamment pour Aton, pour la boîte et tout ça, et pour Marc, la création du studio et tout ça, c'était une aventure commune qui durait des années, mais le mur était toujours possible. C'est un truc qui pouvait s'arrêter absolument en permanence et qui pouvait se terminer de manière absolument catastrophique. Excuse-moi, tu m'as ramené, il faut que je la ressorte, cette anecdote terrible, je me rappelle avec Marc. Excusez-moi, il faut que je la raconte. Bon, là, heureusement, il y a prescription, parce que sinon, je pense que je vais en prison. Mais en fait, quand on avait un financement franco-anglais et américain, et on avait ce qu'on appelle ouais, non, mais c'est pas grave. Il y avait un sell and lease back. Je me rappelle, il y avait un sell and lease back, je me rappelle ça, parce que ça marque, je me rappelle de ce moment, mais terrible, où on va perdre le financement. Je crois qu'il y avait 5 millions de dollars ou 5 millions de pounds, je ne sais plus. L'euro n'était pas encore là au démarrage. Et quand on doit livrer le film, donc l'euro est venu entre-temps, mais peu importe. Et en fait, quand je me souviens, et on devait livrer le film, et Marc me dit, non, mais là, on est à 9 mois de... Et c'est la fin, parce que les Anglais ont ce truc génial, de changer les règles fiscales rétroactivement. Donc si on ne dépose pas là, on perdait 50% du financement, donc autant dire qu'on mettait la clé sur la porte. Et la manière de pouvoir obtenir le financement du sell and lease back, c'était de déposer le film fini, la copie du film terminée. Et j'avais... Oui, et en fait, compte, j'avais que la moitié du film fini. Et je me rappelle, JB est là. Et donc, on a inventé un film fini, qui est une... Donc, on a fini le film, on a dit officiellement, j'ai signé l'honneur, je me rappelle, j'ai demandé à Christian de dire que c'était un choix artistique, que le film démarrait en noir et blanc, qu'après, il y avait des trucs bizarres avec des photos et tout, et que c'était choix un peu à la Chris Marker. J'avais inventé tout un débat. Et donc, j'ai dit, si jamais les mecs regardent la copie du film, qui était archi fausse, quoi, ben, je dirais, ouais, c'est un choix artistique du metteur en scène, il est fou. Et on avait donc officiellement déposé un film à moitié fini au British Film Fund UK. Et j'ai dit à Marc, il faut qu'on débrouille un truc. Donc on avait essayé de terminer un film. J'avais payé un mec pour qu'il fasse de la musique et des trucs bizarres sur le son, sur les trois quarts, les derniers quarts du film. Et j'avais complètement oublié, et on l'a tiré en pellicule. Et on l'a tiré en pellicule, je sais, parce que j'ai une blinde. Et j'ai la copie cachée. Et donc j'ai un truc complètement bizarre, j'ai pas osé le regarder, mais on avait une fille, et on a dit, voilà, copie 35, on a fait tous les interpos, tout nickel. Enfin, on a livré un film qui ne ressemblait à rien. Et donc quand les Anglais, je suis parti à Londres avec ça, j'ai dit, oui, le film est terminé. Alors nous, on va faire une autre version, parce qu'on n'est pas d'accord avec le réalisateur. Et ça sera une version... et c'est une version de producteur, mais le metteur en scène a voulu faire ce film-là. Et je suis tenu dans mes bottes. Et 6 mois après, j'ai substitué la version du réalisateur à celle du producteur. Et c'est passé. Mais bon, c'était... Ouais, je pense que j'ai... Non, heureusement que personne n'a regardé la copie, jamais. Mais... Il y a une anecdote. C'est que pour se rendre compte, comme dit Alexandre, on regarde ça aujourd'hui avec beaucoup de mélancolie, et on sourit et tout, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, donc nous, on avait quitté notre job, on vivait tous dans une espèce de truc ensemble, mais c'était des années de travail, et si ça tombait à l'eau, ben, on se retrouvait tous à la porte, et on avait plus de filles, il n'y avait plus rien, donc c'était quand même beaucoup de stress. Et c'est un film, on a cru vraiment plusieurs fois, comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris à reboucher le champagne, je vais te dire. Parce que le nombre de fois où on a cru que c'était bon et c'était pas bon, c'est pour ça que c'est miraculeux et que c'est un film qui marque... je dirais que c'était pour Alexandre et moi que c'était plus facile. C'est pour les autres. Il y avait un petit côté la malédiction. Non, mais c'est quand même un film, tu te souviens, à Cannes. Il y a eu plusieurs fois des exécutifs de studios importants qui disaient... Il y avait Jean-Marie Messier qui quand même avait dit, tu te souviens, qui avait dit, qui a greenlighté le film à Cannes, dans le bateau au large, le truc, et donc on se dit, enfin c'est bon. Et le lendemain, il est viré, tout le truc d'animation est fermé. On a eu une autre fois le film signé et pas signé. On est allé au restaurant taper la cloche en disant cette fois-ci c'est bon, on peut quand même... Et en fait non. Donc c'est, je crois, 3 fois le film devait se faire, ou 4 fois, et c'est pas fait. Mais quand je dis devait se faire, c'était le mec te dit oui, banco, et en fait le mec le lendemain est viré. Enfin le lendemain ou 2 jours après. C'était la malédiction de Renaissance. Et en parlant de ça, JB qui est là, il se souviendra. Donc on lance le tournage au Luxembourg. On lance le tournage au Luxembourg de motion capture. On avait monté un studio de motion capture au Luxembourg, tu te rappelles, pour des zones de financement. J'avais demandé de délocaliser ton studio là-bas, parce qu'il fallait qu'on trouve de l'argent là-bas. Et à ce moment-là, on démarre, et en fait, j'apprends que le film n'est pas financé, qu'il y a un partenaire qui est tombé. Et on devait payer les salaires en fin de semaine, et on allait tirer à la tirette
en liquide, au liquide, parce qu'on ne pouvait plus payer les gens par chèque, parce qu'il n'y avait pas d'argent sur les comptes. Je dis, mais me fait comme ça. Et donc, je me rappelle, avec Lilian, qui était notre producteur luxembourgeois, on allait à la tirette, et on tirait la tirette de l'argent pour payer les gens en liquide les week-ends, et on savait qu'on n'avait pas l'argent, quoi. Je pense qu'on avait, pendant 15 jours, on tournait, sachant nous-mêmes que ça bouclait pas. Donc, j'ai vraiment, non, voilà. Et puis voilà, on y est arrivé quand même, mais je me rappelle tellement. Non, faut plus que je pense que j'ai tout enfoui, et là, tout ressort, je vais avoir des... purée, il faut que j'arrête. En tout cas, ce qui est intéressant, Christian, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui a travaillé sur Renaissance qui est dans la salle, ce qui prouve que quand même ça reste un bon souvenir. Vous êtes content de vous revoir, on a quand même le sentiment que vous êtes heureux de tous vous revoir. Il y a quand même un côté quand même sympa à la fin, c'est qu'il y a aussi des liens qui se sont créés, et puis des souvenirs, j'ai l'impression quand même assez inoubliables. Alors, c'est une question ou... Un droit de rebondir. Non, on va conclure peut-être. Ils veulent regarder le film, non, j'ai l'impression. Non, une petite anecdote quand même. Peut-être c'est une connerie, mais j'ai l'impression qu'on a fini le film, on a appelé Disney en disant voilà, on a terminé le film, et ils savaient plus qu'ils avaient financé le film. Non, il n'y a pas une histoire comme ça. Ils nous ont dit de quel film vous parlez? Parce que ça faisait vraiment des années, du coup ils avaient oublié. Je sais pas, il y avait un exécutif qui s'était fait virer. Et à la fin, on s'est dit mais attendez, vous nous avez payé le film, donc c'est à vous, quoi. Mais de quel film parlez-vous? Oui, je me souviens, en fait, compte, il se trouve que la personne qui m'avait acheté le film, quand je me souviens, c'est Buena Vista qui nous a acheté le film, et je me rappelle de cette personne assez géniale qui, à Buena Vista, rentre dans la salle, et puis il m'a dit, ressortant, il me dit, vous avez 20 minutes pour me convaincre, et j'ai dit, vous en avez besoin que 5, c'est des trucs un peu de vendeur, voilà. Et voilà, il m'a dit, non, c'est à Dieu a dit, je vais vous acheter, puis il sort, il a dit, si Walt Disney était là, je vous rachèterais le film, il était un mec génial, mais le moment où j'ai livré mon film 7 ans, si on a livré le film 6-7 ans plus tard, bien sûr, cette personne n'était plus là, et je me rappelle, je dis, c'est votre film, on va vous le livrer. Et il n'y a personne qui savait ce que c'était ce projet qui avait été signé chez Walt Disney, quoi. Et donc j'ai mis 1 mois à trouver une personne qui pourrait comprendre. Et donc ils ont dit qui on prend, on sort où? Et pourquoi ça finit chez Weinstein, chez Miramax? Parce que normalement ça devait sortir par Buena Vista, puis après ils ont réfléchi à Touchstone, puis il se passait la patate chaude de département en département chez Disney. Et puis à un moment, avait Weinstein qui venait d'être acheté par Disney. A dit ah ouais non c'est super, on va le sortir. Donc on est sorti sous le label Miramax. Et ils ont dit c'est sympa que ce film a été acheté par qui? Et ils savaient plus. Donc c'est vraiment c'était le truc. Mais c'est voilà. Mais en tout cas juste pour revenir à ce que tu as dit. D'abord je te remercie d'avoir organisé ça. Franchement je remercie une fois parce que c'était. Je sais pas si on aurait pu le faire. Il y a à la fois. Mais en tout cas merci d'avoir organisé ça. Merci d'être là. C'est très émouvant. Et oui c'est une longue histoire familiale et on a tous, je pense que c'est un film fondateur qui nous a tous marqués et voilà, il y a des liens indélébiles qui nous tiennent entre nous et donc c'est émouvant d'être là, quoi. Ce sera le mot de la fin, on peut applaudir l'équipe.